Bon, je suis ravie d'introduire ce premier webinaire en français et que ce soit Michèle Anaori, qui est présidente de l'UAJ France depuis maintenant 4 ans, qui est avocate dans le domaine du médicament, qui puisse introduire le professeur Benita, que j'ai la chance d'entendre depuis plus de 13 ans quand je vais en Israël et qui à chaque fois nous passionne. Donc Michèle, je te laisse la parole. Vous avez tellement de liens tous les deux que je suis ravie que ce soit toi qui introduise. J'en suis très fière. Merci beaucoup, Catherine. Et évidemment, merci à Monsieur Benita, au professeur Benita, d'accepter de passer un peu de temps avec nous. C'est vrai que, comme le disait Catherine, on a eu l'occasion de se croiser à l'université à l'occasion du board chaque année. Malheureusement, pas l'année dernière, mais on espère l'année prochaine. Vous ne cessez d'innover sans cesse. Et moi, j'ai un petit clin d'œil, c'est le cas de le dire, et j'ai eu l'occasion de vous croiser car j'ai travaillé avec Francine Cohen pour Nova Gali dans le cadre d'un contrat qui était un contrat international et qui à propos de la rétine et qui parlait déjà de cette technologie qui permet d'améliorer l'efficacité du médicament puisque dans ce contrat, il s'agissait de nano-émulsion, d'une nano-émulsion pour la rétine qui se substituait à des médicaments habituels à base d'eau, qui étaient les collyres qu'on connaissait. Et le problème de ces collyres, c'est qu'ils permettaient une absorption des médicaments qu'à hauteur de 3%, 97% étaient éliminés, ce qu'on appelle donc la pharmacocinétique, le taux d'absorption des médicaments dans le sang. Et grâce à cette nano-émulsion, à ces nano-émulsions, on pouvait beaucoup mieux soigner les inflammations sur la rétine. Ce que je comprends aujourd'hui du sujet que vous allez aborder qui traite des nanotechnologies, quand on est toujours dans cette technologie qui évolue bien évidemment et qui permet une meilleure biodisponibilité des médicaments dans le sang. Alors pourquoi on parle de cheval de Troie puisque le sujet c'est la nanotechnologie de cheval de Troie pour l'administration des médicaments. Je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer, sûrement que ce que l'on voit de l'extérieur n'est pas ce qui est de l'intérieur. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de curiosité que nous allons vous laisser parler pendant 30 minutes environ, à l'issue desquelles nous vous poserons des questions. Merci encore et vous avez la parole. Je me permets juste de rajouter que nos amis peuvent, pendant tout l'exposé du professeur Benita, poser des questions sur le chat, Q&R, et après, ils pourront lever la main pour converser avec le professeur. Je vous laisse parler. Merci beaucoup, et Michel, merci beaucoup Catherine, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et quand on m'a demandé de faire ce webinaire, j'ai bien sûr accepté et j'espère que vous allez passer un moment. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer comment on améliore l'efficacité des médicaments. Juste pour que vous puissiez voir, et j'espère que vous voyez le slide. Je vais avoir des difficultés à trouver toujours mes mots en anglais, mais vous comprendrez de voir ce tableau que je vous montre ici, qui est un panorama des voies d'administration du médicament. Alors, je ne sais pas combien vous savez au sujet du médicament, mais les médicaments aujourd'hui dans le monde, c'est je peux dire, une arme stratégique. Les États-Unis, par exemple, ont transféré dans les autres pays moins cher énormément d'industries, mais ils n'ont jamais perdu le contrôle de l'innovation des médicaments, qui est considérée comme une arme stratégique d'un pays. Et aujourd'hui, avec le Covid-19, vous le voyez très bien. Les pays qui sont les mieux armés pour l'innovation sont les pays les mieux servis. Et c'est clair qu'il y a vraiment une énorme bataille au niveau des vaccins, etc., et que les pays les plus qui ont le plus d'influence ont le contrôle plus ou moins. Alors ici, vous verrez que le marché du médicament aujourd'hui, c'est plus de 3 000 milliards de dollars. Un chiffre énorme qu'on n'arrive même pas à imaginer. Et bien sûr, plus on avance vers l'innovation, plus les recherches sont chères et plus les médicaments augmentent de prix. Et juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a 3 voies d'administration qui dominent le marché. La voie orale, comme vous pouvez voir ici, 62%,
La voie injectable qui peut vous paraître étrange parce qu'on n'aime pas beaucoup être injecté, et bien sûr la voie cutanée. Les trois en même temps ont plus de 90% de ce marché. Mais la voie orale reste la voie la plus confortable, celle que tout le monde voudrait avoir. Mais malheureusement, pour tout ce qui est des produits biologiques et immunothérapie que vous savez dans le cancer et les maladies rares, on ne peut pas encore passer à la voie orale, on est obligé de les injecter, d'où de 7 à 8% en 20 ans, on est passé à une fraction de 22,50%. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose d'important à savoir et à connaître. Alors la voie orale, tout le monde la connaît, elle semble naturelle, vous buvez, vous mangez, c'est la voie royale du contact du corps humain avec l'extérieur. Ok ? Et comme tout, les médicaments administrés par voie orale, vous pensez peut-être, vous pouvez voir à partir de la bouche, que si vous croyez que tout ce que vous avalez et que vous absorbez par la voie orale va être exploité à 100%, eh bien, je vais vous corriger, ce n'est pas vrai. On a mis du temps, mais dans les années 90, on a pu tout plus ou moins comprendre. Pour que vous puissiez comprendre le problème que nous avons avec la voie orale, il faut savoir d'abord que l'être humain est une machine ultra sophistiquée. Il n'y a pratiquement pas d'appareil qui peut être aussi sophistiqué que le corps humain. La première chose que je vais vous montrer, c'est un diagramme que vous voyez ici. C'est le foie, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle. Et pour vous dire d'abord, quoi qu'il importe, si vous mangez, et rien n'arrivera au sang directement. Tous ces systèmes les intestins qui sont, enfin, l'intestin grêle est, lui, le principal porte d'entrée de la nutrition et aussi des médicaments. Mais il est couvert par une couche imperméable afin de protéger toute la circulation parce qu'il ne laisse rien rentrer. C'est comme dans une discothèque, vous avez un gardien à la porte qui empêche des gens qui peuvent être dangereux ou nuisants de pouvoir pénétrer. Alors, comment ça se passe chez l'homme ou chez la femme, hein, c'est la même chose pour moi. D'abord, regardez tous ces organes, le foie que vous... Attendez, je reviens. J'ai enlevé le pointeur, je vais mettre mon pointeur, voilà. Alors, d'abord, quand un médicament rentre, il arrive à l'estomac. Comme vous voyez avec mon pointeur, je vous le marque en rouge, il y a l'estomac. L'estomac est d'abord un filtrant important. Très peu de médicaments, moins d'1%, sont absorbés à partir de l'estomac. Puis après, vous avez le pylori, l'entrée dans l'intestin grêle que vous voyez ici. Et l'intestin grêle, lui, est, si vous voulez, la porte d'entrée de tous les composants que nous mangeons, etc. Alors que vous sachiez, tout ce qui est nécessaire au corps et est essentiel, comme par exemple des triglycérides, des huiles polyinsaturées que le corps ne sait pas synthétiser, le corps à l'intérieur de ce intestin a des voies d'entrée, des transports. On a vraiment des voies d'entrée comme des taxis qui attendent le produit d'un côté. Quand le corps l'a décomposé en éléments basiques, fondamentaux, il le prend, il le fait pénétrer dans les cellules, bien sûr, de l'intestin. Mais rien ici ne peut passer. Et ce que vous voyez ici, c'est la veine porte, en bleu. Vous voyez, cette veine porte, au fait, c'est des petits vaisseaux sanguins qui irriguent tous les organes du gastro-intestinal que vous voyez ici et qui récoltent tout ce qui rentre par l'intermédiaire, et là bientôt on va en parler, tout composant
pour être absorbé, d'abord, il ne peut pas être solide. S'il est solide, il reste dehors. Donc, même quand vous mangez beaucoup de produits solides, le corps doit extraire les aliments nécessaires, les dissoudre dans les fluides gastro-intestinaux, dans le stomac et puis dans l'intestin, afin qu'ils puissent être absorbés. Donc la première loi que vous devez connaître, rien ne peut être absorbé par l'intestin s'il n'est pas dissous comme une solution. Ça, c'est le premier élément. Donc, avant, il y a 50-60 ans, on a pris des comprimés qui ne se désintégraient pas dans l'intestin, le principe actif n'était pas dissous, et au fait, vous aviez l'impression d'avoir pris un médicament, et il n'en était pas question. Il rentrait, il sortait de la même façon. Donc de là, il y a déjà près de 50-60 ans, on ne parle plus de dose qu'on donne, parce qu'il faut quand même donner une dose, mais on parle de ce qui a été réellement absorbé et qui, une fois qui est passé dans les cellules entériques de l'intestin, sont, elles, par les ramifications, tout est lié et tout va à la grande veine porte au foie. Vous le voyez, là c'est le foie. Donc, 99% des médicaments qu'on absorbe par la voie orale sont d'abord rencontrent le foie avant de pouvoir pénétrer dans la circulation et dans le sang. Donc, c'est clair, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, rien ne peut arriver sans passer par le foie. D'où le foie est un organe très important dans le corps, et c'est lui qui fait les détoxifications. Alors, on le savait depuis très longtemps déjà, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait des barrières et des gardiens déjà au niveau de l'intestin, et on va en parler dans un moment. Alors, ce que je peux vous dire, pour ne pas trop vous compliquer la situation, ces gardiens, ce sont des mécanismes de défense et des barrières qui empêchent, au fait, l'absorption de tout élément ou composant susceptible de pouvoir faire ou nuire à notre corps. Par exemple, certains antibiotiques très puissants, le corps les reconnaît comme toxiques et donc il n'accepte pas de les absorber. La même chose pour les antiviraux, des produits contre les virus, les antifongiques et bien sûr, ce qui est surtout important, la chimiothérapie. Toute la chimiothérapie que nous savons qui fait des effets secondaires très graves afin de tuer une cellule cancéreuse, on est obligé, malheureusement souvent, d'affecter des cellules saines. Et donc la chimiothérapie, la plupart du temps, jusqu'à il y a déjà quelques années, était donnée surtout par la voie injectable. Comme vous voyez dans les hôpitaux, et ce n'est pas très confortable, ce n'est pas ambulatoire, et la personne doit venir à un hôpital ou à une infirmerie pour pouvoir recevoir les antibiotiques ou la chimiothérapie ou les immunosuppresseurs, etc. Alors, où est le problème? Au moins 50% des nouveaux médicaments et environ 25% des médicaments existants subissent de telles réactions. D'où une biodisponibilité dans le sang qui est faible. Notre corps élimine ces produits. Et donc, ces médicaments présentent une efficacité orale limitée. Elles ne sont donc pas toujours administrées par voie orale. Pour vous dire, l'EMA et le FDA, s'il n'a pas le choix, il peut accepter un médicament par voie orale si la biodisponibilité est autour de 20%. Il aurait préféré 30%. Si un médicament a une biodisponibilité orale au-delà de 50%, il est considéré comme bien absorbé. Très peu de médicaments sont absorbés à 100%. La seule absorption à 100%, c'est une injection intraveineuse d'une solution d'un médicament. Et toujours, quand on calcule, nous, la biodisponibilité orale, on la calcule en fonction de la même dose injectée, ou même, c'est pas grave que ce soit pas la même dose, mais là, une dose connue, et on fait un calcul sur la voie de 100% pour l'injection et combien a pénétré par la voie orale. Donc,
pourquoi la voie orale est tellement, la biodisponibilité est importante? Parce que si on améliore la biodisponibilité orale, le médicament peut devenir plus performant. On peut réduire la fréquence d'administration. Il y a 30-40 ans, si vous vous rappelez, les gens qui ont un certain âge, on donnait des médicaments 3-4 fois par jour par la voie orale. Ça existe toujours pour la voie oculaire d'ailleurs. Dans certaines anti-inflammations sévères de l'œil, on donne 1 goutte, 2 gouttes à l'œil toutes les heures, même aujourd'hui, parce que la biodisponibilité oculaire est réduite. Et donc, il faut une infirmière qui instille dans l'œil au malade toutes les heures. Heureusement pour nous, dans la voie orale, on a amélioré notre technologie et surtout la technologie d'administration à longue durée, de libération, pour réduire la fréquence d'administration. La plupart du temps aujourd'hui, on donne 1 voire 2 fois par jour parce qu'on vit une vie intense et les gens, dès qu'ils sortent de chez eux, ils sont dans le travail, que ce soit dans les banques, que ce soit partout, dans les laboratoires, que ce soit dans le tertiaire, partout, les gens sont tellement pris et tellement stressés qu'ils ne peuvent plus prendre le médicament qu'au retour chez eux à la maison. Donc, l'adhérence du médicament et de l'administration du médicament devient aujourd'hui critique. Et toutes les sociétés essayent par tous les moyens de ne pas donner plus d'1 ou 2 fois. S'ils ne peuvent pas le faire parce que le médicament ne le permet pas, ils le font par des formes d'administration prolongées. Alors, quel est aujourd'hui le défi de la biodisponibilité orale? La première, c'est comme vous pouvez voir ici, on doit contourner le métabolisme des enzymes intestinaux. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Quand on pénètre et on veut pénétrer une cellule entérique de l'intestin grêle, il y a 3 barrières différentes. La première barrière, c'est des gardes sur, si vous voulez, la cellule, à la surface de la cellule. Ça s'appelle un mécanisme de pompe des flux, la pompe glycoprotéine. C'est ce que j'appelais pour vous le gardien de la discothèque. Vous lui amenez un produit, il va le sentir au niveau moléculaire, c'est-à-dire la chimie, la structure de la molécule. Si la structure ne plaît pas à cette pompe, même si le produit pénètre, elle va le refaire ressortir et elle va le remettre dehors. Elle va l'effluxer à l'extérieur. Mais il n'y a pas 100% de garantie. Parfois, quand la pompe est activée, il est activé en coordination avec des enzymes intestinaux. Ce sont des enzymes qui dégradent les médicaments. Ils sont connus pour les dégrader. C'est eux qui font le travail. Comme quand un envahisseur pénètre dans notre corps, que ce soit un microbe, un virus, le corps, grâce au mécanisme immunitaire, prépare des anticorps pour lutter contre l'envahisseur. Ici, ce sont des enzymes qui sont à l'intérieur des cellules intestinales qui, elles, dégradent le produit. Et si par malheur il a continué et il y a encore un petit peu, il n'arrivera pas au sang, il ira d'abord au foie. Et là, c'est vraiment la porte la plus filtrante. Le foie fera le reste pour qu'un produit toxique ne puisse pas pénétrer dans la circulation. Donc, comme vous voyez, le corps a 3 mécanismes de défense. Et d'ailleurs, vous pouvez les voir dans les avions. Pour augmenter la sécurité, vous avez, si vous voulez, 2 systèmes parallèles. Au cas où un tombe en panne, le deuxième automatiquement se met en route. Et le corps ne se contente pas de 2, il a 3 systèmes qui font le travail. Alors maintenant, on a essayé, et je vous le dis franchement, de jouer contre ces systèmes. Ce qu'on a tenté de faire, c'est de les inhiber. Mais en inhibant les systèmes même pour un moment,
d'autres toxiques peuvent pénétrer. Et donc, en essayant d'améliorer la biodisponibilité orale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la toxicité et la concentration des produits toxiques qui sont rentrés parce qu'on a neutralisé nos barrières protection du corps. Une des façons à le faire aussi, c'est de contourner le foie. Il y a une façon de contourner le foie. Et ça, le corps a cette possibilité, mais dans le cas des médicaments, il s'agit de moins d'1% des médicaments. Si un médicament est très, très lipophile, comme l'huile, il faut que vous posiez la question, comment, en mangeant du gras, votre poids augmente? Eh bien là est tout le secret, c'est que le corps a besoin de ce gras. Il sait comment le transformer et le prendre à partir de l'intestin et de le transférer par des nano-gouttelettes qu'on appelle des kilomicrons, des petites gouttelettes d'huile et de protéines par un système parallèle de la circulation du sang qu'on appelle le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est au fait un système qui évacue tous les déchets du corps après et surtout, il est actif quand on dort. Le corps, on doit dormir pour permettre à l'énergie qui nous reste, qu'on utilise et qu'on exploite pendant la journée, de purifier le corps pendant la nuit. Et donc, ce système qui s'appelle le système lymphatique permet aux molécules très lipophiles de contourner le foie. Alors, j'arrive, comment on peut aujourd'hui augmenter la biodisponibilité des molécules qui ne sont pas très bien absorbées? D'abord, il faut qu'elles soient lipophiles. Et c'est là où rentre en cause la technologie du cheval de Troie. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a rien appris de nouveau. Il y a déjà des milliers d'années, on a fait ça pour pénétrer dans des forteresses. Et vous le savez, c'est quand même vrai. Il y a eu la guerre de Troie qui était très bien protégée la ville. Et après des années de siège, afin de pouvoir pénétrer, ils ont fait un cheval où ils ont mis des soldats. Ils ont pensé qu'ils étaient partis. Au fait, ils ont fait rentrer le cheval. Ils n'ont rien vu de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui grâce à la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est la science du petit, du infiniment petit. On parle de nanomètres. Pour que vous ayez une idée, un cheveu de notre tête a, si vous voulez, une épaisseur de 100 microns, voire même 200 microns. Le nanomètre, c'est le millième du micron. C'est-à-dire que nous, on travaille en ce moment avec des nanoparticules qui sont 1 millième de fois, voire 1/10 millième de fois plus petites qu'un cheveu. Donc, impossible de les voir. Pour que nous, on puisse les voir, on doit utiliser ce qu'on appelle, bien sûr, des techniques très performantes. D'abord, les microscopes électroniques, le scanning électronique, beaucoup de technologies que nous avons. Alors, rien que pour vous donner une idée, pour faire des technologies comme celle-là, on peut prendre une huile, comme vous voyez ici. Cette huile peut contenir l'actif, notre médicament dissous à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, après avoir mis le médicament à l'intérieur de cette petite huile, on fait une nanocapsule, on fait une enveloppe polymérique qui cache le médicament. Et donc, après ça, nous les mettons dans des microparticules, comme vous voyez ici. On les fait rentrer dans un cheval de Troie. Cette microparticule, comme vous pouvez la voir ici, le corps ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est coupé avec un couteau pour que vous puissiez voir son intérieur. Vous voyez les petites nanocapsules? Ici, vous avez 2 microns d'échelle. À l'intérieur, c'est 50-100 nanomètres, comme vous pouvez voir. Et cette microparticule a autour de 10-20 microns. Elle arrive, elle se colle à la
paroi de l'intestin. Quand elle se colle à la paroi de l'intestin, elle se dissout à cause de son pH. Je ne vais pas rentrer. Et là, les petites nanoparticules adhèrent au tissu intestinal et elles ne font pas montrer le petit médicament dissous à l'intérieur. La barrière et la pompe ne voient rien du tout. Donc, il arrive à rentrer à l'intérieur. Il arrive à dévier aussi les systèmes des enzymes intestinaux. Et donc, la molécule peut au moins éviter deux. Maintenant, on fait deux choses. Soit on favorise le passage par le système lymphatique et on contourne le foie, soit ça va dans le foie, mais ce n'est pas entièrement, disons, dégradé. Donc, si on avait une biodisponibilité de 10, voire 15%, on peut arriver à 30, 40, simplement parce qu'uniquement une des trois systèmes de défense a fait un travail partiel et pas le système entier. Alors, voilà comment ça se passe. Nous passons d'abord par... Vous ne voyez rien. Ce que vous voyez, c'est une capsule, une gélule que vous avalez. Cette gélule ne se dissout pas dans le pH de l'estomac. Elle résiste. Elle reste entière, la microparticule. Uniquement quand elle arrive au pylori et qu'elle rentre dans l'intestin, là, on passe d'un pH acide à un pH neutre. Ici, ces microparticules, comme vous voyez dans l'intestin, vont sortir parce que la paroi de la microparticule qui est en gris va les libérer. Et quand ces petites particules sont libérées, le petit enveloppe polymérique va se délier et la petite gouttelette d'huile va ressembler à une gouttelette normale, comme le corps sait la prendre, et il en fait des kilomicrons. Ils la font passer par la lymphe en déviant le foie. Et comme ça, il arrive dans le sang et ça va aller se stocker sous notre, disons, réservoir huileuse. Donc, l'absorption de ces nanocapsules contourne tous les systèmes de défense, mais c'était une technologie chère. Elle utilise des produits. Alors, entre autres, c'était une chose que j'ai développée il y a 15 ans. Après avoir fait Novagali dans l'œil, je travaillais toujours dans la voie orale, mais en tant que professeur et chercheur, le problème, ce n'est pas d'être en haut, c'est de pouvoir rester en haut de l'échelle. Pour rester en haut de l'échelle, il faut toujours aller plus loin dans nos recherches. Il faut que le challenge soit toujours de plus en plus haut. Et donc, quand l'obstacle est très haut, pas toujours on arrive et on réussit. Là, on a eu de la chance, on a pu le montrer, on a travaillé beaucoup là-dessus et on a pu montrer que des produits que nous utilisons peuvent arriver à pénétrer par la voie orale. Alors, juste pour vous donner une petite idée, je montre ça parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, on parle du cannabis médical, partout dans le monde. Je sais que la France n'est pas très est assez résistante à la pénétration du cannabis. Et ils ont probablement raison. Et donc, juste pour vous donner une idée, dans le reste du monde, en Israël, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et dans d'autres pays encore très grands, comme l'Amérique du Sud et ailleurs, ces produits qu'on essaie de donner par la voie orale, au fait, des solutions huileuses de cannabis, n'ont pas une très bonne biodisponibilité. La plupart du temps, il y a deux principes actifs qui sont très importants, et vous le verrez, et d'ailleurs, notre école de pharmacie est connue parce que le professeur Rafi Meshulam, et vous tous, vous le connaissez de l'Université de Jérusalem, a été le premier à élucider la structure du THC, tétrahydrocannabinol, qui lui est psychoactif et fait fonctionner les récepteurs CB1 de endocannabinoïdes
qui font en fait à peu près le même travail que ceux qui font des récepteurs qui sont de la morphine, des morphinoïdes, etc. Et il y a le CBD, cannabidiol, qui lui n'est pas psychoactif. Mais ces médicaments aujourd'hui, c'est un anti-inflammatoire. Ils sont très utilisés. Leur biodisponibilité autour de 10%. Donc, 6 à 10%. Et ici, vous pouvez voir qu'avec cette technologie, on peut l'améliorer, dans certains cas, voire de 20 fois plus. Donc, c'est simplement pour vous dire ce qu'on a fait. Alors, pour vous ayez une idée, parce qu'on me parle beaucoup, qu'est-ce que c'est la nanotechnologie? Le problème avec la nanotechnologie, c'est qu'il y a très peu de monde qui comprennent ce qu'elle fait. Mais sachez qu'aujourd'hui, la FDA a déjà approuvé jusqu'à aujourd'hui 80 médicaments dans la nanotechnologie. Alors, dès qu'on parle de nanotechnologie, nous parlons des médicaments qui sont de très haut niveau, très sophistiqués. Et bien sûr, à cause du coût de la recherche, le coût du médicament est très cher. Et comme il est très cher, vous pouvez vous rendre compte que si vous voulez faire un effort, vous pouvez, mais les prix par unité vont être prohibitifs. On a des médicaments qui valent aujourd'hui 15 000 euros la prise par jour, et il y a des médicaments qui sont arrivés dans des maladies rares à 1 million de dollars par traitement. Tout le monde ne peut pas se permettre 1 million de dollars pour un traitement. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, il y a BNS, BioNanoSim, c'est une société qu'on a créée quand je suis parti à la retraite. Enfin, je suis parti à la retraite, je n'ai jamais été à la retraite. Heureusement, à l'Université de Jérusalem, on n'a pas de retraite. Tant qu'un professeur veut rester actif et peut continuer à publier et amener de l'argent pour la recherche, l'université lui permet de garder au moins pendant 7 ans additionnels son laboratoire. Après, ça dépend. Donc, pendant les 7 premières années de notre retraite, si on veut, on peut continuer le travail avec les mêmes droits et les mêmes, bien sûr, devoirs. Et j'ai créé cette société avec l'université. Donc, quand on l'a créée et que j'ai investi de l'argent que j'ai économisé à l'université, ça nous a permis d'avoir l'université, par l'intermédiaire de Yissoum et moi, on a partagé la société et on a bien sûr levé des fonds. Et cette société a été fondée par moi en 2016. C'est ma 5e start-up. J'ai pris mes brevets exclusifs et d'autres de l'université. Yissoum est cofondateur et il est bien sûr l'actionnaire principal. Chez nous à l'université, par rapport à d'autres universités, on ne nous a jamais empêché de faire ce qu'on a voulu. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber et d'atterrir à l'Université de Jérusalem en 1967, de commencer mon travail à l'école de pharmacie en tant qu'étudiant, et je n'ai jamais quitté l'université. Même jusqu'à aujourd'hui, ça fait, je peux dire, 52 ans où je continue à apprendre tous les jours, ce qui est extraordinaire, pas uniquement d'enseigner, mais aussi d'apprendre. Alors, on a pris 4 champs de recherche verticaux, et je vais vous les montrer pour finir, pour que vous sachiez qu'on reste dans l'innovation, on ne veut rien perdre. Alors, nous avons 4 verticaux ou centres d'activité. Le cannabis thérapeutique, je viens de vous en parler. Les nanovecteurs par voie oculaire et locale. Alors là, vous voyez, je vous ai montré en bas, on a fait la cyclosporine A avec Novagali, qui a été une grande réussite en France, qui a été vendue à centaines, une société japonaise, ceux qui comprennent dans le médicament pour 100 millions d'euros. C'était écrit à l'époque et c'était pour nous, pour être honnête, réussir c'est un miracle. Échouer est la voie la plus normale pour nous parce que nous prenons des sujets très complexes, très sophistiqués et uniquement des académiciens comme nous peuvent se permettre d'échouer ou des grandes sociétés très riches. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un milieu à risque. Toutes les petites startups sont dans l'investissement à risque. 1 sur 10, voire 1 sur 100 dans la biotech réussissent.
Donc ici, vous voyez, aujourd'hui, on travaille avec un médicament, tacrolimus, qui est très puissant, 100 fois plus puissant que la cyclosporine pour la voie oculaire, surtout les inflammations chroniques. Et j'ose espérer que cette année, avec l'aide du gouvernement israélien et les investisseurs qui nous ont fait confiance, on pourra arriver à la clinique à la fin de 2021. Et ce sera le début, j'espère, d'une aventure où le médicament sera sur le marché dans les 5 années à venir. Donc vous voyez, c'est très long. Alors, la troisième voie que nous faisons, grâce à tout ce qu'on a acquis à l'école de pharmacie, on est en train de synthétiser des antagonistes du récepteur périphérique CB1 pour l'obésité. Je sais que c'est la fin, je vais m'arrêter dans un moment. Donc, on est dans l'obésité, dans le syndrome métabolique. On est bien avancé et finalement, on est avec des liposomes dans le cancer avec une nouvelle molécule qui, j'espère, va nous donner des résultats assez satisfaisants. Donc, vous voyez, nous continuons, nous faisons de notre mieux et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était évidemment très clair. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Alors, je ne sais pas, Catherine, comment ça se passe au niveau des questions qu'on a reçues? Alors, j'ai le chat, je peux voir, mais je n'ai pas reçu de questions pour le moment. Q&A. non, il n'y a pas encore de questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me poser des questions sur autre chose si vous voulez. Si vous voulez, sur le Covid-19, d'avoir des choses. Oui, ça serait intéressant que vous nous parliez de cet envahisseur de ce Covid-19. Le vaccin de Pfizer et de Moderna, c'est au fait un liposome. C'est une nanotechnologie qui fait rentrer le messager RNA dans le courant sanguin, bien sûr, et dans les cellules. Ce qui permet de faire rentrer le messager RNA dans la cellule chez nous, c'est les nanoparticules lipidiques. Elle permet de rentrer le messager qui va synthétiser, si vous voulez, le peptide antigène qui est la molécule la plus importante au virus. Et donc, comme c'est un corps étranger, notre corps va permettre de faire, si vous voyez, les anticorps et il va automatiquement nous protéger et on sera vacciné contre le virus parce qu'on sera vacciné contre sa molécule la plus importante qui lui permet de pénétrer dans les cellules. Donc, du moment qu'il ne pénètre pas dans les cellules, il ne peut pas proliférer. Et bien sûr, il sera éliminé assez facilement par le corps. Donc, vous voyez, la nanotechnologie a permis, grâce aux avances qu'on a fait, mais remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Afin d'aller vite et de décourter le temps, le gouvernement américain et même français ont investi dans les sociétés. Et par exemple, je peux rien que vous dire que Moderna a reçu du gouvernement américain plus d'1 milliard de dollars cette année. 1 milliard de dollars pour pouvoir aller vite et se permettre tout ce qu'il devait faire pour aller de plus en plus vite. Parce qu'ici, l'enjeu était énorme. C'était l'économie du monde entier qui était en danger. Il y a une question de Charles Canetti qui vous demande s'il y a d'autres sociétés comme la vôtre en Israël. Ah, bien sûr. Alors là, vous me demandez, alors, pas la même, hein, parce Non. que moi, je suis dans la biotech, nous avons à peu près, si ma mémoire est bonne, près de 4000 biotech. Il y en a qui ont fermé cette année, malheureusement, à cause du coronavirus, mais on vient d'avoir quelque chose de très optimiste. Une société israélienne, Bionet, qui est dans l'immunothérapie, vient de vendre un médicament qui n'a pas encore été testé en clinique à Sanofi, ce médicament qui va arriver en clinique que l'année prochaine dans l'immunothérapie, pour presque 1 milliard de dollars avec une avance de 125 millions de dollars. Donc, on parle de 7 semaines. Chaque semaine, toutes les 3-4 semaines, on entend parler. Et moi, honnêtement, je préfère rester sous le radar. Je ne veux pas encore parler tant qu'on n'aura pas la voie clinique
qui nous dira tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui depuis les 7 dernières années et un investissement de 35 millions de dollars, dont 17 millions fournis par l'État d'Israël, ce qu'on appelle l'autorité de l'innovation israélienne, ce qui était le Chief Office, Scientific Office, et on va arriver à la clinique uniquement que cette année. Si on passe le stade de la clinique chez l'homme, alors là, on pourra dire qu'on est sur la bonne voie. Ce n'est pas encore gagné, mais on sera sur la bonne voie. Mais Israël reste encore, elle n'est plus la première, hein, il faut que vous le sachiez. On nous appelle toujours la Startup Nation, mais ça, c'est surtout qu'on a la réputation. Mais je suis assez honnête pour dire qu'il y a aujourd'hui des sociétés, et la France en est parmi elles, qui sont plus avancées aujourd'hui en nombre de startups que nous. Merci. Nous avons une question de Madame London sur l'obésité et l'antagoniste du récepteur TB1. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Professor Benita, could you please close your PowerPoint so that we can see Catherine and Michelle too? What I have to close? The share screen, the PowerPoint. Okay. Great, thank you. Oui. OK. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous en dire plus alors sur… Alors là, d'accord. Et il y a eu un médicament, il y a quelques années, extraordinaire de Sanofi qui s'appelait Acomplia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce médicament, c'était Rimonabant. C'était au fait un inhibiteur de le système endocannabinoïde. Au fait, ce médicament a été fait par Sanofi d'une façon extraordinaire. C'est vraiment, ils ont joué, ça vous voyez comment ça se passe. Et le système endocannabinoïde est responsable et contrôle notre système, notre métabolisme. Entre autres, et si vous activez les cellules ou les récepteurs cannabinoïdes, vous avez de l'appétit et vous voulez manger. Et ce qu'avait fait Sanofi, elle a inhibé les récepteurs, mais elle ne s'est pas rendu compte d'une chose. En inhibant les récepteurs dans notre cerveau, parce que le médicament traversait la barrière encéphalique, qui est un organe très protégé chez nous, le cerveau, les gens ont commencé à avoir des dépressions, de l'anxiété, et même quelques personnes se sont suicidées. Et le médicament a été retiré du marché en 2008. La première année qu'il était sur le marché, il a marché tellement fort, les gens ont perdu du poids sans effort, qu'il a été vendu à 1,2 milliard d'euros en 2007. Mais bien sûr, à cause des effets secondaires, l'EMA, la FDA ne l'a jamais accepté. Elle était très posée la question. Et donc, ce qu'on a fait, parce qu'on avait beaucoup de savoir, pas rien que nous, d'autres aux États-Unis, le NIH, on a cherché des molécules qui ne puissent pas pénétrer dans le cerveau, qui soient seulement périphériques. Et là, on s'est rendu compte qu'on peut influencer les récepteurs périphériques sans nuire au cerveau. Et c'est ce qu'on est en train de travailler. Pour le moment, il y a une molécule aux États-Unis qui va arriver en phase 1 à la fin de cette année. J'espère et j'ose espérer que nous, on sera en clinique dans 2 ans. On a fait énormément de travail. On a synthétisé dans notre société plus de 150 molécules, 130 à 150. Et pour le moment, on a 4 molécules qui peuvent continuer à être développées. Et on attend beaucoup de ces molécules parce qu'elles ne font pas simplement que réduire l'obésité. L'obésité est devenue une pandémie. Aujourd'hui, même en Israël, il y a plus de 30% de gens obèses. Je ne parle pas des États-Unis, qui c'est une vraie maladie. Et ça touche énormément d'organes. Entre autres, ça touche nos lipides, ça touche notre rein, ça touche bien sûr l'insuline et les diabètes, ça touche aussi l'ostéoporosis
tout ce que vous voulez. Le foie qui devient un foie gras et qui fait moins bien son travail. Vous vous êtes rendu compte que c'est un des organes capitaux de notre corps. C'est le détoxificateur, c'est celui qui purifie notre sang tout le temps. Et donc, c'est vraiment ici un effort énorme à faire. Et bien sûr, les autorités vont être très, très prudentes. Elles ne vont pas nous permettre d'arriver si vite au marché. Elles voudront des études de plus en plus longues, de plus en plus chères, pour garantir qu'on ne va pas affecter le cerveau. Mais le marché en vaut la chandelle. Hein. C'est un marché de trillions de dollars, c'est des centaines de millions de dollars par an. Et comment vous expliquez que cette obésité soit en croissance à ce point, alors qu'on ne parle que de diététique, de minceur, qu'il y a des produits qui se vendent partout, que les salles de gym sont remplies? À quoi c'est dû, justement? Écoutez, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on nous a rendus accros au sucre. Ouais, je vous le confirme. Et le monde entier est accro au sucre. Et le sucre est partout. Et même on s'est rendu compte que le sucre artificiel ou tous ces édulants ne sont, au fait, le corps arrive à les contourner. Et donc aujourd'hui, d'abord à cause de l'âge, on vieillit, on achète on mange beaucoup de mauvaise nourriture, énormément de choses, on fait pas assez de sport et on est devenu sédentaire. Moi le premier, hein. Donc moi ce que je fais, mais ne suivez pas la chose que je fais parce que c'est facile pour moi, c'est de me protéger en prenant des médicaments préventifs. Et c'est pas très intelligent. C'est quoi les médicaments préventifs? C'est les médicaments sur le diabète? Non seulement, oui, entre autres. Si vous êtes prédiabétique, aujourd'hui, on n'aime pas ça beaucoup, on ne vous le donnera pas. Moi, j'ai pris ça sur moi avec les médecins et les médecins m'ont dit, bon, puisque tu ne fais pas trop de sport, tu es obligé au moins de diminuer l'absorption des sucres pendant que tu manges. Et donc là, je prends tous les jours un comprimé avant de manger pour réduire la dose de sucre absorbée par mon corps. Mais c'est très cher et ça ne vaut pas le coup de le faire. Mais la plupart des gens pourront le faire mieux en faisant du sport. S'ils peuvent courir et dépenser de l'énergie, c'est la meilleure thérapie possible. Croyez-moi, je suis le premier à le reconnaître. Mais comme toujours, on donne de bons conseils aux autres et on ne les applique pas sur soi-même. Donc, c'est lié au manque d'exercice et à la consommation accrue de sucre. Le métabolique syndrome, on est dedans tous pratiquement à l'âge de 60 ans aujourd'hui. Parce qu'on mange beaucoup de choses artificielles, notre corps arrive à se défendre, mais pas toujours. Pas toujours. Et donc l'obésité fait beaucoup. Au fait, aux États-Unis, 2,4 millions de personnes meurent des maladies dérivées de l'obésité. 2,4. Alors toute l'année, toute la pandémie du virus n'est pas encore arrivée là. Elle est à 2 millions. Et c'est une pandémie terrible. Alors si vous voyez ce que je viens de dire, 2,4 millions de personnes mourir rien qu'aux États-Unis à cause de l'obésité, vous voyez que c'est un coût énorme pour la société. Traitement et tout. Alors bien sûr, le diabète aussi devient une pandémie. Tout devient une pandémie. Et qu'en est-il de la recherche à l'université hébraïque sur les médicaments contre les maladies neurodégénératives? On est aux générations après Exelon, après… Alors, il faut savoir, c'est des vagues. Nous avons eu la chance que le produit est venu de notre école de pharmacie. Et j'en suis très fier parce que j'étais celui qui a proposé au prix d'Israël le professeur Weinstock et qu'elle a été quand j'étais directeur de l'école. Et malgré qu'elle ne soit pas médecin pharmacienne et qu'on a contribué à la société un produit excellent qui aide à réduire la maladie d'Alzheimer dans les premières phases préliminaires, je le répète, ça ne guérit pas la maladie, ça, et, si vous voulez, ça retarde son accélération, ça l'empêche d'évoluer rapidement. Alors, à cause de ça, elle a eu le prix d'Israël et pour la science, pour la médecine,
Et donc, ça, c'est aussi un miracle, il faut le dire, hein. Et le Doxil qui a marché à merveille, mais ce que moi je suis admiratif, et parce que nous, on n'est pas dans ce domaine, c'est Weizmann, l'Institut Weizmann, qui eux sont dans la biologie moléculaire, qu'ils ont fait des anticorps, y compris le Copaxone de Teva, qui est un biologique. Et là, ils ont fait de très belles réussites, magnifiques réussites, qui leur permettent d'améliorer l'infrastructure scientifique en Israël. Il faut dire, et je reste moi-même admiratif, malgré beaucoup de défauts que nous avons, hein, je n'essaie pas de nous jeter des lauriers, au contraire, je suis plus sévère que d'autres. Nous restons malgré tout une société de scientifiques qui reste dans la compétition internationale. Et nous avons une dernière question, quelqu'un qui vous demande de juste expliquer bien comment l'ARN, quand on joue sur l'ARN du virus, ça ne change en rien notre ADN. Bon. Et il y a beaucoup de protéines qu'on ne peut pas recevoir de l'extérieur. Les protéines, ce sont des petites unités éléments aminoacides qui sont collés à l'autre. Il y en a une vingtaine, mais si vous les mettez dans des différentes formes à la queue leu-leu, et si vous en avez 1000 un derrière l'autre et qu'il y a des versions différentes, des fragments différents, chaque fragment peut faire une protéine ou peut créer quelque chose dans notre corps. Je vous ai dit que c'est une machine extraordinaire. Mais à partir de quoi? À partir de notre DNA. Notre DNA est dans le noyau de la cellule et c'est protégé. Le DNA ne sort pas parce que les manipulations génétiques qu'on a commencé à faire, surtout en Chine, sont malheureusement éthiquement intolérables. On ne va pas créer un homme artificiel. Ce sera le comble. Peut-être ça viendra, mais il faut quand même garder la tête froide et ne pas essayer de se substituer à la nature. La nature reste la plus forte au monde et c'est elle qui décidera quand est-ce cette planète disparaîtra. Moi, je n'ai aucune idée, mais je peux vous le dire, en thermodynamie, on le dit, elle disparaîtra un jour, la planète. Ça peut être 1 million d'années, ça peut être 1 milliard d'années. On ne va pas parler en temps parce que nous avons, nous, une vie très courte sur Terre, mais si vous voyez ce que je veux dire, on est en train d'essayer de rentrer, et là, on l'a fait, mais d'une façon, encore une fois, prudente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le corps a besoin des médicaments, il envoie, il ne peut pas faire sortir la DNA de notre cellule, du noyau de notre cellule. Elle fait à son image une petite fraction de RNA, DNA, RNA, et c'est un messager. Elle envoie un petit messager dans le cytoplasme de la cellule, en dehors du noyau. Il y a là-bas des endroits, des exosomes, on ne va pas rentrer là-dedans, où ce RNA pénètre, sa stabilité est très faible. Il disparaît dans le corps humain en quelques minutes. Mais en quelques minutes, il fait passer le message et le corps fait une protéine spécifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Covid-19 ? Non, il ne faut pas qu'on arrive à 21. 19. On reste à 19. Peut-être c'est venu de Chine, je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans ces discussions. Mais en tout cas, on doit remercier les Chinois qui ont élucidé toute la génétique du virus en moins d'1 mois. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays qui auraient pu le faire. Il ne faut pas sous-estimer la Chine aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Trump a essayé de se battre, parce que lui, il n'est pas tel, il est unidimensionnel. Il comprend que la Chine va prendre la place des États-Unis. Quand? C'est une question d'années maintenant. Donc, la Chine a pu élucider tout le DNA de trucs. D'autres sociétés sont arrivées à faire des fragments de RNA et voir quelles sont les protéines qu'ils ont fait. Et grâce à l'intelligence artificielle, on a pu identifier une protéine
capitale pour le virus. Elle s'appelle S, protéine S. Elle est lipidique, elle est à la surface du virus, elle n'est pas d'origine humaine, c'est elle qui permet au virus de rentrer dans les cellules humaines. Alors, du moment qu'ils ont pu identifier le fragment qui peut le faire, et on a synthétisé ce fragment RNA. Alors, 2 sociétés sont arrivées, BioNTech en Allemagne, elle est liée à Pfizer, et Moderna aux États-Unis. C'est le même fragment, mais il est un peu différent et chacune a pu faire un brevet différent. Le fragment de Pfizer est naturel. C'est pour ça qu'il a besoin d'une température très faible, très forte, mais vers le moins, de moins 70 degrés Celsius. Parce que si vous le mettez à moins 20 degrés dans le réfrigérateur, au bout d'un mois, il disparaît. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il fallait travailler dans des conditions extraordinaires. Moderna, ce qu'elle a fait, elle lui a fait un codon, on ne va pas rentrer dans les détails, une protection au côté. Ça permet de le stabiliser à moins 20 degrés. Donc, c'est le même fragment, mais avec 2 stabilités différentes. Un à moins 20 et un à moins 70. Et donc, ce messager ARNA, quand il passe dans notre cellule, surtout dans le muscle, puisqu'on injecte ça dans le muscle intramusculaire, donne l'ordre à cette petite machine de faire la molécule S, dont on n'a pas besoin. C'est là où on a intervenu au niveau de la nature. Les gens pensaient que c'était de la science-fiction. Mais comme on n'avait pas le choix, et les Américains sont vraiment des gens qui, et je peux dire, joue le tout pour le tout. Il a vraiment mis l'argent, et Trump, il faut le dire, c'est lui qui a donné l'ordre de faire. Je ne vois pas un autre gouvernement dire à sa banque fédérale passer $1 milliard à une société privée. En France, on aurait fait une révolution. Ben, Trump l'a fait. Il leur a donné $1 milliard pour qu'ils puissent trouver une solution. Il a voulu acheter la société allemande, il leur a fait un chèque blanc, il leur a dit prenez ce que vous voulez, mais Merkel bien sûr a refusé, et c'est pour ça que Pfizer était lié avec eux, et c'est Pfizer qui a fait tout dans la même année le système, et aujourd'hui, grâce à une technologie très innovante et à la nanotechnologie, puisqu'on le met dans un lipide, on a pu faire un vaccin en moins d'1 an. Alors, vous voulez me dire, si je peux vous dire qu'il est sûr, je ne sais pas à 100%. Normalement, on est beaucoup plus prudent. Quand on développe des médicaments, on fait des toxicités, voire 1 an, 2 ans, pour être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a rien pu faire. Aujourd'hui, sur les moyens qu'on a, on peut dire que les risques ne sont pas énormes, ils sont même très petits, minimes. Je sais que la France n'est pas Israël, nous sommes un pays différent de mentalité. Même moi, je me suis vacciné, mais il ne faut pas me prendre comme j'ai un certain âge, je veux travailler, je veux continuer mes dernières années. Chacun fait son bilan. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Moi, on me demande qu'est-ce que tu penses, je ne donne pas de recommandations. Ce n'est pas mon travail. Les recommandations, c'est à vous de les faire, c'est de contacter vos médecins et vous verrez quel est le bien, quel est le mal, qui veut se vacciner, qui ne veut pas se vacciner. La liberté est totale, chacun décide de ce qu'il veut. Mais c'est nous qui avons créé, c'est nous, l'humanité, la science. Vous n'avez aucune idée comment cette année de Corona a affaibli le progrès de la science dans d'autres domaines. Parce que tout le monde s'est mis à travailler sur le Corona, même chez nous à l'université, même ailleurs. Pas moi je ne peux pas changer à mon âge, mais d'autres l'ont fait. Et ils ont bien fait de le faire parce que grâce à leur savoir, au bout d'1 an, on a acquis le savoir de 10 ans. C'est un joli bilan. Merci beaucoup, professeur Benita. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Michel, je te laisse le mot de la conclusion pour saluer le professeur.
Oui, juste pour vous dire merci. Toujours aussi intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère surtout à Jérusalem en juin cette année. J'espère En aussi. octobre. Le board est en octobre, cher Michel. Ah, c'est reporté en octobre. Reporté. On a la date? On a la date, je ne me souviens pas. 21, 26, je vous dirai. D'accord. J'espère qu'en octobre, on pourra tous reprendre une vie, pas encore normale, mais presque normale. Merci, Eh ben. et merci à tous nos participants. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.